Au niveau des États-Unis, Harry Truman également quitte la présidence et il est remplacé. Donc Harry Truman est remplacé par le général Eisenhower. Lui également qui est un dirigeant qui prône l'apaisement des tensions entre les deux camps. Et pour montrer aussi sa volonté de collaborer avec l'URSS et les autres du camp adverse, il écarte également de sa gestion, de son administration, les durs anticommunistes. Mais il met en place au moins une politique qui allie à la fois négociation, à la fois collaboration et menace de représailles. Ça veut dire qu'on n'abandonne pas totalement la confrontation, mais on revoit comment on peut collaborer pour pouvoir permettre au monde de vivre une certaine période de paix. Donc c'est le dégel qui est amorcé avec ces deux dirigeants pacifistes. Staline est remplacé par Nikita Khrouchtchev, qui est encore plus pacifiste et qui prône l'apaisement, qui prône la collaboration avec le camp adverse. Harry Truman est remplacé par le général Eisenhower, également, qui est pacifiste et qui prône aussi l'apaisement entre les deux camps adverses. Donc après l'évolution intérieure des deux grandes puissances, il y a aussi les dissensions ou bien les difficultés au sein des blocs. Les difficultés au sein des blocs. Ici, c'est un élément très important parce que les problèmes au sein des blocs influencent les relations internationales. Dans le bloc de l'Ouest, la France critique le leadership américain dans la gestion du bloc. Et en ce sens, elle reste opposée à plusieurs décisions prises à l'intérieur du bloc. Et pour elle-même, la gestion du bloc doit être un peu alternative. Je trouve que les Américains ne dirigent pas le bloc comme il le faut et même monopolisent les décisions au sein du bloc. Au niveau du bloc de l'Est aussi, il y a la Chine. La Chine populaire, c'est l'État le plus peuplé à l'époque et même jusqu'à nos jours. Et c'est l'un des géants du bloc de l'Est. Avec Nikita Khrouchtchev, on a assisté à ce qu'on appelle la déstalinisation. La déstalinisation. La déstalinisation. Ici, on voit clairement le nom de Staline qui apparaît. La déstalinisation, ça veut dire la remise en cause de la politique mise en place par Joseph Staline. Maintenant, la Chine critique la déstalinisation entreprise par Nikita Khrouchtchev et cela entraîne des tensions entre les deux géants du bloc, entre la Chine et l'URSS. Et de l'autre côté, au niveau du bloc de l'Ouest aussi, des tensions existent entre la France et les États-Unis au niveau du bloc de l'Ouest. Donc ces difficultés au niveau des deux blocs vont obliger les géants, les dirigeants des blocs, là ça veut dire l'URSS au niveau de l'Est et les États-Unis au niveau de l'Ouest, à revoir leur position dans les relations internationales parce que si vous partez affaibli, cela également vous expose. Et un autre facteur, c'est la naissance du mouvement du non-alignement. Le non-alignement. Le non-alignement.
C'est un mouvement qui a vu le jour lors de la rencontre, surtout la rencontre de Bandung en 1955. En 1955, qui a réuni les différents territoires qui étaient surtout sous domination coloniale en Afrique et en Asie. Et ces territoires-là ont choisi une position de neutralité. C'est les États du tiers-monde. Ils se déclarent être neutres face à ce qui se passe entre les deux camps, entre les deux blocs. Pour eux, ils ne sont ni de l'Ouest ni de l'Est. Et cette position de neutralité va jouer un rôle très important dans les relations internationales, en ce sens que cette position va troubler le jeu bipolaire mis en place entre les deux camps et mis en place également par les deux géants, les États-Unis et l'URSS. Et pourtant, pour que l'affrontement entre les deux camps puisse avoir lieu, puisque les deux grands ne s'affrontent pas directement, il faut s'affronter par pays interposés. Et la plupart du temps, ce sont les petits territoires. Et ces petits territoires se déclarent être neutres. Et cette position de neutralité, en troublant le jeu bipolaire, va obliger les leaders des deux camps à revoir leur position dans les relations internationales et aussi à aller à l'apaisement, ce qu'on appelle la coexistence pacifique. Donc, voici un peu les facteurs de la coexistence pacifique, l'équilibre de la terre, l'évolution à l'intérieur des deux grandes puissances, États-Unis et l'URSS, mais aussi les difficultés au sein des blocs. Et le dernier élément que nous avons analysé, c'est le non-alignement, la naissance du mouvement de non-alignement à partir de la conférence de Bandung en 1955. Après ce petit point concernant les facteurs de la coexistence pacifique, on peut aussi aborder les manifestations de la coexistence pacifique. Les manifestations de la coexistence pacifique. Donc, après l'analyse des facteurs de la coexistence pacifique, il faut parler des manifestations, comment cette période s'est manifestée. C'est vrai, ce n'est pas trop de détails, mais c'est important pour voir est-ce que réellement la volonté affichée au départ, est-ce que cela a été concrétisé sur le terrain. C'est ce que nous allons voir un peu en parlant des manifestations de la coexistence pacifique. Donc, en petit 2, les manifestations de la coexistence pacifique. Il faut noter que cette période s'est manifestée par des visites, des voyages diplomatiques, mais également à travers des reconnaissances de part et d'autre dans les différents camps, mais également les différents accords qu'ils ont eu à signer. Maintenant, en termes de manifestation de cette coexistence pacifique, on peut parler des rencontres en termes pour la signature des traités, pour la signature des accords. Donc, au niveau des manifestations de la coexistence pacifique, l'un des éléments des manifestations de cette période, c'est la signature de l'armistice de Pambuzon. Qui a consacré la résolution de la crise de Corée en 1953. Donc les deux grands, les superpuissants, les deux blocs se sont retrouvés sous la houlette de l'ONU en signant ces différents accords-là qui a permis quand même d'apaiser les tensions, de mettre fin à une crise qui pouvait éventuellement entraîner une troisième guerre mondiale. Et il y a également d'autres éléments. L'URSS reconnaît
l'URSS reconnaît la République fédérale d'Allemagne, reconnaît la RFA, République fédérale d'Allemagne, qui est un État sous la gestion du camp de l'Ouest, qui est un État capitaliste, dont l'URSS reconnaît la République fédérale d'Allemagne en 1955. Elle adhère, donc l'URSS adhère aussi à l'UNESCO, et dissout le Comiform en 1900 et dissout le Comiform en 1956. Donc, elle montre quand même sa volonté d'apaiser les tensions. Nikita Khrouchtchev également fait des voyages, il rencontre les dirigeants du camp de l'Ouest, il rencontre le président américain Eisenhower, il fait un voyage au Royaume-Uni en 1959, il part en France en 1960 où il rencontre les dirigeants français et il rencontre également Jimmy Carter, le président américain, à Vienne en 1961. Donc c'est un président qui a multiplié les initiatives pour pouvoir montrer sa bonne volonté d'apaiser effectivement les tensions à travers les voyages qu'il a eu à effectuer sur le plan diplomatique. Ici aussi, il faut prendre comme un autre élément de manifestation de la coexistence pacifique, c'est l'accord de neutralité sur la Yougoslavie, la réconciliation entre l'URSS et la Yougoslavie. Et en ce moment, l'URSS reconnaît la pluralité du communisme. Donc, le communisme, ce n'est pas seulement la version soviétique qui est la version originale, la seule version du communisme, mais toute autre forme du communisme peut être acceptée. Donc, l'URSS reconnaît la pluralité du communisme. Aussi, à travers les accords ou la rencontre de Genève en Suisse, la rencontre de Genève, les grands dirigeants du monde, surtout les 4 grandes puissances, les États-Unis, l'URSS, la Grande-Bretagne, la France, c'est l'une des rares fois qu'ils se rencontrent pour parler des grandes questions concernant les relations internationales, à travers les échanges sur les armes nucléaires, mais également la collaboration sur le plan économique, sur le plan scientifique, ainsi de suite.